Bonjour à tous, c'est Amar, donc investisseur et entrepreneur sans banque. Donc sur cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des 3 raisons pour lesquelles vous devez, en tout cas vous pouvez, créer une holding. Avant ça, je vous invite à vous abonner, à liker, à taper du pouce et à commenter cette vidéo ainsi que les autres vidéos de cette chaîne. Cette chaîne se veut parler de l'immobilier, de l'entrepreneuriat au sens plus large, pour vous permettre de vivre plus libre. On ne cherche pas spécialement à devenir rentier oisif, on cherche à avoir les capacités de faire ce que l'on veut et d'être plus libre dans ses choix. À la fin de la vidéo, restez bien jusqu'au bout, je vais vous donner un bonus qui permet de limiter grandement les plus-values immobilières sur des investissements. Donc restez bien jusqu'au bout, je pense que ce tips, vous ne le connaissez pas. Alors, pour moi, donc, la holding, je vois 3 raisons majeures et je parlerai de mon expérience. J'ai en effet une holding qui contrôle toutes mes structures. La première, c'est que vous avez le contrôle de votre empire. La seconde, c'est la fiscalité. La troisième, dont on parle peu sur les vidéos, c'est la transmission. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, n'hésitez pas en commentaire à chaque moment, mettez vos questions. Il y aura peut-être des choses très simples à comprendre, des choses peut-être moins simples. Je ne suis pas un avocat fiscaliste, je ne suis pas comptable. Donc, je vous parle de mon expérience, de ce que je sais, mais on ne prend jamais rien sur les vidéos de YouTube comme argent comptant. Donc, posez-moi les questions, j'y répondrai et où je me rapprocherai de mes conseils pour le faire. Mais voilà, je vais vous donner du gros contenu aujourd'hui. Donc, premier point, vous avez le contrôle de votre empire. Vous êtes le seul maître à bord. Si vous n'avez très peu de structure, aucune structure, au début, ça va être simple. Mais par la suite, vous allez donc tout reloger sur une holding. Une holding, c'est quoi? C'est une société, toute simple, qui est en fait une société de participation. Elle a des parts dans d'autres sociétés, dans des SCI, dans toutes sortes de structures. Elle-même a une forme juridique qui peut vous permettre, et ça c'est un autre point important, d'être un associé unique. Parce que ça peut être une EURL, ça peut être en SASU, etc. etc. Et après, si vous voulez être associé, vous pouvez être associé avec votre époux, votre épouse par exemple. Et là, vous pouvez mettre une SAS, une SARL, vous pouvez mettre en société civile. Beaucoup d'avantages à vous mettre en société civile, ne serait-ce que pour les coûts de création et de gestion. Il n'y a pas de commissaire aux comptes, etc. Grand bémol pour la SC. Si vous investissez en passant par la banque, en ayant beaucoup de prêts, faites attention parce que votre responsabilité, elle est engagée. Voilà, moi j'aime assez cette façon de faire parce que vous n'êtes pas obligé de déposer des bilans. Bien évidemment, vous faites une compta et vous suivez vos bilans, mais voilà, il y a beaucoup d'avantages. Par contre, il faut plutôt être dans mon style à investir sans les banques. Donc, on est le seul maître à bord, ne serait-ce que par la forme juridique de la structure. Vous pouvez être aussi le seul maître à bord de votre ou vos SCI derrière. Je m'explique, une SCI, Société Civile Immobilière, il faut être 2 associés à l'intérieur. Donc, souvent les personnes se mettent avec un ami, avec son époux-épouse ou un enfant. Mais il y a en direct, créant une SCI en direct, en nom propre, il n'y a pas d'autre moyen. Par contre, avec la SCI, avec la holding, pardon, et bien là, d'un coup, vous êtes associé à vous-même. Typiquement, moi, mes SCI, c'est, je ne sais plus, 95% la holding et puis 5% Amar. Donc, c'est moi et moi. Je garde encore le contrôle de tout mon patrimoine. J'ai dit le contrôle de l'empire, pour jouer sur le mot, mais à 100 000 € de patrimoine, vous avez déjà un empire par rapport à la majorité du monde. Et j'ai cru lire dernièrement que le patrimoine moyen des Français est à 160 000 €. Donc, on peut vite avoir un patrimoine appelé empire. Vous pouvez être aussi associé dans des entreprises. Grâce à cette holding et au flux financier dont on parlera après, on peut donc les réinvestir sur des SCI, sur des sociétés et devenir en quelque sorte, vous devenez un investisseur en private equity en fait. Vous faites de l'investissement dans des entreprises, un peu comme
comme un business angel. Votre propre entreprise, ce sera désormais la holding qui la contrôle. Et donc, même si vous avez des associés dans cette entreprise, la holding, ça reste vous, ça reste les bijoux, allez, osons, les bijoux de famille de votre famille. Tout le patrimoine, tout l'empire est contrôlé dans la holding. Et ce qui vous intéresse, c'est la holding. Si elle n'a que 10% d'une entreprise, ce n'est pas important. La holding, c'est vous et vous seul. Et toutes les grandes fortunes du monde contrôlent leur structure par des holdings. En général, c'est même des cascades de holding pour pouvoir lever de l'argent et pour pouvoir avoir le contrôle en ayant peu de pourcentage réel dans les sociétés atlantes. Donc, comme je disais, vous devenez investisseur en private equity. Donc, en private equity, c'est l'investissement dans les entreprises. Et vous créez des flux financiers qui circulent entre guillemets sans contrôle. Je m'explique. On a créé une holding. Elle a une SCI, 2 SCI, 3 SCI, 2 sociétés, etc. Toutes ces sociétés créent de l'argent et on le fait circuler à l'intérieur. Vous devenez, bien évidemment pas du jour au lendemain, mais vous devenez votre propre banquier et vous faites circuler l'argent à votre guise sans risquer d'être sans risquer de tomber sous le coup du détournement de fonds. Pour ceux qui ont des entreprises, vous le savez bien, l'entreprise est une personne morale, vous êtes une personne physique. Quand bien même vous avez 100% de l'EURL, par exemple, vous n'avez pas le droit de prendre l'argent. Ça s'appelle du détournement de fonds. Voilà, on dissocie, je suis une personne physique, mon entreprise est une personne morale, je ne peux pas venir piocher comme je veux, sans justifier, etc. Avec les holdings, on peut, en mettant en place ce qu'on appelle des conventions de trésorerie. Et là, on fait circuler l'argent, on se prête de l'argent, en fait, mutuellement, et on n'a plus d'inquiétude, entre guillemets, hein, je tempère tout. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Mais en tout cas, si telle structure a de l'argent mais n'a pas forcément un bénéfice à remonter, qu'on ne peut pas le remonter en tant que dividende dans la holding, on peut quand même aller les piocher et inversement, on peut aussi les redescendre grâce aux conventions de trésorerie. Il faut juste que ce soit expliqué clairement. On passe maintenant au deuxième point, à la deuxième raison selon moi pour laquelle vous devez créer une holding. Un holding, chacun le donne comme il veut, c'est pas très important. C'est la fiscalité, bien évidemment. C'est la raison pour laquelle j'ai créé mon entreprise. J'ai créé ma holding. Je m'explique. Il y a quelques années en arrière, donc j'avais une entreprise et en SARL. On pouvait prendre le dividende dessus et puis du jour au lendemain, ils ont décidé de soumettre le résultat au RSI. Le RSI, c'est maintenant l'URSSAF des indépendants. C'est donc les charges sociales que les entrepreneurs payent pour leur retraite, pour leur sécu, etc. Et donc, d'un coup, le fameux dividende qu'on pouvait prendre, paf, il a été grévé. On devait payer dessus quelques 45%, qui en plus à l'époque n'arrivait que 2-3 ans après. Donc, c'était hyper compliqué à gérer. Donc, c'est à ce moment-là où j'ai essayé de trouver d'autres façons de faire et que j'ai créé ma holding. On va prendre un exemple chiffré. Je ne vais pas le mettre au tableau pour pas trop en faire. Je vais essayer d'être assez clair. Encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires à demander des précisions. Vous avez une entreprise. Vous faites 10 000 € de bénéfices. Vous la détenez en direct. Première chose, qu'est-ce qui va partir dessus? L'impôt sur les sociétés, l'IS, qui est de 15% sur ce montant-là. C'est 15% d'IS jusqu'à 38 120 €. Et puis pour l'instant, c'est 28,33, mais à partir de 2022, on va passer à la tranche 25 au-dessus. Encore une fois, ça change régulièrement. Là, la vidéo, on est le 20 février, je crois, 2021. Donc, si vous la regardez dans 2 ans, ce sera probablement plus d'actualité. Donc, on va parler de chiffres. Donc, j'ai gagné 10 000 €. Première chose, je donne 15% en IS. Donc 15%, 1 500 €. Il nous reste 8 500 €. J'ai déjà fait les calculs pour ne pas être trop long. Sur ça, vous allez devoir payer. Alors, ce ne sera pas en direct, mais ce sera dès l'année d'après, quand vous allez déclarer vos revenus. Vous allez payer le RSI, l'URSSAF, la Sécu, si vous voulez, des indépendants. Et ça peut représenter environ 45%. Donc, il vous reste 8 500. 45% de 8 500, c'est 3 825. Donc, quand vous déclarerez votre revenu ajusté des 10 000 €, des 8 500 € de bénéfices que vous aurez pris, si vous voulez les prendre, on est d'accord, hein,
vous allez à un moment devoir payer, ce sera étalé, échelonné, vous allez devoir payer cette somme. Ensuite, quand vous voulez les sortir, vous allez payer aussi la flat tax, donc 30%. Donc la flat tax, c'est 8500, parce que la RSI, je vous ai dit, l'URSSAF, vous allez le payer en temps. Il ne va pas être pris d'une traite comme ça. Donc, sur les 8500, ça fait 2550 €. Et ensuite, eh ben, vous allez aussi le déclarer dans vos impôts. Donc, en fonction de votre tranche marginale d'imposition, ben, vous allez encore payer dessus. Donc, il nous reste à la fin, si on compte les 8500, donc 10 000, on est passé à 8500. 8500 avec la flat tax, on a encore payé 2500, 2550. Donc, il nous reste 6 000. Et on sait qu'on va payer 3 825 de RSI dessus, sur les 6 000. Donc, il va nous rester 2 175 qu'on pourra réellement utiliser pour l'investir. Évidemment, tout ça, on le fait pour pouvoir l'investir. Si vous voulez prendre de l'argent pour aller flamber, ce n'est pas la bonne méthode. Hein. Maintenant, l'exemple, j'ai créé ma holding. Ces mêmes 10 000 €, qu'est-ce qui se passe pour moi? Pour moi, très réellement, concrètement. Je touche 10 000 €. Je ne peux pas réchapper à l'IS, donc ma SARL, ma SASU, bref, n'importe quelle structure va payer l'impôt sur les sociétés, les fameux 15% pour notre exemple, parce que c'est 10 000 € et les 15% courent jusqu'à 38 120 €. Donc je paye mes 1 500 €. Il me reste 8 500 € que je peux remonter dans la holding, distribuer le dividende. Je le remonte et là, magie, en fait c'est un pourcentage du taux, etc. Ça représente 1,67%. Oui, vous entendez bien, 1,67%. Donc sur 8 500, ça représente 141,95 €. Donc pour l'exemple, on va arrondir à 150. Donc il reste 8 350 € que l'on peut réinvestir. On a créé ce que moi j'appelle dans d'autres vidéos le cercle vertueux de l'investisseur. On a l'argent qui circule, cet argent est en haut dans la holding, je vais le redistribuer à une SCI, je vais le redistribuer à ma société pour développer, je vais créer une autre société par ce flux de trésorerie. Bien évidemment, ce n'est pas l'argent que j'ai dans ma poche. Si je veux les prendre, eh ben, je devrais les sortir et les déclarer, etc. etc. Après, il y a encore une différence. Si on les sort de la holding sur laquelle on n'a pas de fonction, vous ne paierez pas non plus le RSI. Donc, vous évitez quand même les 45%. On ne va pas rentrer. Ça peut être très, très, très compliqué. Je voulais essayer d'être plus ouvert. Je vois des vidéos passer sur la holding et je les trouve parfois soit peu explicatives, soit trop, trop compliquées. C'est pour vous donner vraiment une idée générale de l'intérêt d'une holding et aussi se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'être Bernard Arnault ou Bill Gates pour avoir un ou une holding. On peut le faire assez tôt. Dernier point, très peu évoqué, c'est la transmission. Vous avez peut-être des enfants, vous en aurez très probablement, et donc va se poser à un moment la question de la transmission. Ok, j'investis, j'ai une entreprise, j'ai des SCI, j'ai des immobiliers, j'ai de l'immobilier, j'ai. A fortiori, on va mourir. Donc, est-ce que je ne devrais pas préparer ça maintenant? Est-ce que je dois attendre mes 60 ans, 70 ans pour commencer à y penser? Est-ce que je dois me dire, je vais mourir et puis c'est pas très grave? Donc, si vous faites ce « je vais mourir, c'est pas très grave », vous allez avoir peut-être, je dis n'importe quoi, vous avez 3 appartements, demain vous mourrez, vos enfants vont devoir payer les droits de succession dessus. Alors, on ne rentre pas dans le détail, mais on va être dans les 30-40%, des montants assez importants. Et c'est ce qui se passe souvent. Derrière, ils vendent tout votre patrimoine pour pouvoir payer les frais de succession. Donc, vous n'aurez fait que ça pour rien. Hormis si vous me dites, je suis un égoïste fini et mes enfants, j'en ai complètement rien à faire. Je veux, moi, le créer, en profiter, et puis eux, ils se démerdent. Voilà, ce dont je doute très très fort. Eh bien, grâce à la holding, on peut finalement transmettre cette structure, comme elle contrôle tout l'empire familial. On n'a pas besoin de transmettre un appartement, et puis on ne sait pas comment le transmettre, parce qu'on a 2 enfants, ou 3 enfants, ou plus, donc c'est pas facile à distribuer, etc. Alors que la holding, elle contrôle tout. On transmet la holding. Par exemple, si vous avez 3 enfants, ce qui est mon cas, vous allez transmettre 33, 33, 33, 30, 30, 30. Et vous êtes tranquille. Pour rappel, pareil,
en février 2021, la législation dit que on peut transmettre en valeur patrimoniale ou en valeur pécuniaire, ça peut être des espèces, 100 000 euros par enfant, par parent, par 15 ans. Donc, j'ai 30 ans, je peux transmettre 100 000 euros. J'ai 30 ans, j'ai un enfant, je peux lui transmettre. J'ai 30 ans, je suis marié, j'ai un enfant, je peux transmettre 100 000 fois 2, donc 200 000 euros de mon patrimoine sans droit de succession. Alors, il y a des frais, etc. Il y a quand même des frais, ce n'est pas gratuit, mais voilà, c'est sans commune mesure. Et dans 15 ans, vous pourrez renouveler l'opération. Ce qui peut être pour moi intéressant, c'est de le faire assez tôt, justement, pour éviter de dépasser toutes les tranches. Vous êtes marié, vous avez 3 enfants, vous pouvez transmettre 600 000 euros, faites-le maintenant. Si votre patrimoine ne vaut pas encore les 600 000 euros, faites-le maintenant, c'est réglé. Qu'est-ce qu'on transmet en fait? On transmet la nue propriété. Donc, dans une entreprise, dans un bien, ils vont dissocier la nue propriété, donc le propriétaire réel des murs, etc., et l'usufruit. L'usufruitier, celui qui profite des fruits de l'arbre. Voilà, c'est ça, c'est l'usufruit. Donc, mon fils a l'arbre. Ok, quand je vais mourir, il va récupérer l'arbre. Mais pour l'instant, c'est moi qui l'arrose, c'est éventuellement moi qui en replante un derrière à côté, etc. Et c'est surtout moi qui mange, utilise et ou mange les fruits de cet arbre. Donc nous, ce qu'on transmet, c'est la nue propriété. Mais on garde l'usufruit, on garde le pouvoir, ce qui est quand même plutôt important. On ne sait pas trop de quoi l'avenir est fait. En France, on ne peut pas déshériter, donc de se dire que je vais voir si mon fils finit comme je voudrais qu'il finisse, etc. Pour moi, pareil, c'est un faux débat, un faux discours. Vous pouvez le transmettre quand il a 6 ans, ça ne va rien changer au fait que même s'il ne vous plaît pas à 20 ans, on ne pourrait pas le déshériter. Et donc, on leur donne la nue propriété, on garde l'usufruit, donc on continue de faire nos achats, on continue de faire nos investissements, on vend comme on veut, etc. etc. On fait réellement ce qu'on veut dans la holding, comme c'est elle qui contrôle tout le reste. On n'a pas d'avis à demander. Donc, il faut savoir aussi que plus jeune, plus tôt vous le faites, cette transmission, et bien vous avez aussi d'autres avantages. Parce qu'en fait, le notaire va valoriser cet usufruit que vous avez. Et il va le diminuer en fonction de votre âge. Pour être simple dans l'explication, si vous avez 50 ans, eh bien, la valeur de votre usufruit va être divisée par 2. Ils vont prendre que 50% de la valeur réelle de l'usufruit pour la compter dans la transmission. Donc là, ça vaut le coup largement. Si vous avez 1 million de patrimoine net, j'entends, vous avez 50 ans, vous avez 3 enfants, donc vous pouvez transmettre 600 000 euros. Vous êtes marié, vous avez 3 enfants, vous pouvez transmettre 600 000 euros. Eh bien, le fait que vous ayez 50 ans, on va valoriser ce million à seulement 500 000 euros. Donc, vous pouvez transmettre votre patrimoine dès maintenant sans avoir peur de payer ou peur de léguer des dettes indirectement ou léguer des soucis à vos enfants. Donc voilà, ce troisième point, je le trouve intéressant et je le vois peu pareil dans les vidéos. Donc, j'espère qu'il vous donnera une vision plus globale de la holding et de son intérêt. Petit avertissement, on ne crée pas une holding pour créer une holding. Moi, j'avais pensé à la holding depuis 2004-2005 parce que voilà, c'était structurant. Je m'intéresse à l'économie, je m'intéresse aux fortunes françaises, étrangères et leur structuration, etc. Donc, c'était presque déjà évident. Mais j'avais rien. J'avais une entreprise, 2 entreprises. Voilà. Vous allez sûrement poser en commentaire en question à quel moment. Je ne vais pas répondre à cette question, mais votre comptable peut y répondre. En fonction des frais que ça va engendrer et du bénéfice que vous allez en tirer. Ça dépend de la structure. Si vous êtes en SASU, c'est pas comme si vous êtes en SARL, etc., etc. Voilà, il y a beaucoup de paramètres. Moi, je ne me veux pas un expert reconnu. J'ai mes connaissances, j'ai ce que j'ai surtout appliqué à moi-même. Et mon intérêt était celui-ci. Maintenant, créer une holding. Pour créer une holding, vous allez créer des frais juste pour pouvoir dire aux gens que j'ai fait une holding. Il n'y a réellement aucun intérêt. Et maintenant, on en arrive au bonus que je disais sur les plus-values. Si vous me regardez, c'est que vous êtes très probablement déjà investisseur immobilier et hors résidence principale, vous avez bien évidemment la plus-value à payer sur vos investissements. Sachez que, pareil, il faudra retourner vers votre comptable, votre avocat fiscaliste pour voir le détail selon votre situation à vous.
j'achète un appartement en nom propre. Je fais une plus-value à la revente. Alors, je ne parle pas les 20, 30 ans, etc. etc. On va être court. Hein. Je fais une plus-value à court terme sur la revente. Je vais payer des droits, 30%, etc. en fonction de... J'ai mis cet appartement dans une SCI. Je ne revends pas l'appartement. Dans une SCI détenue par une holding, attention. Je ne revends pas cet appartement, je revends les parts de la SCI. Je suis exonéré de plus-value. Je paierai la CSG RDS, mais je suis exonéré de la plus grosse part. Alors, oui, ça veut dire que la personne doit accepter de racheter une SCI. Maintenant, si vous avez un investisseur un peu averti en face de vous, vous pourrez totalement lui expliquer. À la rigueur, vous pourrez même faire une petite réduction pour l'inciter, mais vous pouvez tout à fait lui expliquer que ça ne change rien. Qu'il achète en direct l'appartement ou qu'il achète la SCI qui détient à 100% l'appartement, ça revient exactement au même, sauf que pour vous, c'est une grosse plus-value. Attention, si vous détenez depuis longtemps, vous avez déjà consommé du déficit, donc ça peut être, plus on avance, ça peut être moins intéressant pour l'acheteur. Mais ça restera toujours intéressant pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, un peu plus longue que les autres. Posez-moi vraiment toutes vos questions. Likez s'il vous plaît pour faire augmenter l'attractivité de cette chaîne. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!